c'est pas si pire. C'est pour pire pas un tout. Allez, go. Ok, on est parti. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Business et Coconut. Moi, je serais chaud de démarrer par un petit remerciement. J'hallucine complètement. Je sais pas si je l'avais dit lors du 4e épisode, mais je suis assez surpris, je crois que c'est le terme, mais agréablement surpris par tous les retours qu'on a sur le podcast. J'ai un peu cette impression, parce que bon, c'est vrai qu'on enregistre ça un petit peu comme si on était au téléphone et sans trop de pression, on va dire. Et du coup, j'ai un petit peu tendance à oublier que derrière, des gens écoutent. Et j'ai même du mal à concevoir que ça puisse intéresser, tu vois. Et quand je reçois des messages de remerciements, etc., je me dis, waouh, c'est super. Alors, ouais, donc merci aux gens qui écoutent, c'est Ouais. cool. Merci à tous. Ouais, j'adore recevoir des commentaires sous les vidéos, des questions, des messages en audio et tout. Et les feedbacks aussi sont bons. Tu vois, des fois, on se disait, est-ce qu'on part un peu trop en live? Il y a des gens qui m'ont dit oui, d'autres que non. Donc, je pensais à nous décider finalement, mais d'avoir un retour, tu vois, des personnes qui écoutent, c'est cool. Ouais, carrément. Alors, moi, là-dessus, j'ai eu un 100% de oui. Apparemment, oui. moi, je pars. Apparemment, je pars trop en live. Donc, on va essayer de se calmer. Ah. D'ailleurs, tiens, petite reco pour démarrer. Je suis passé au maté. Je crois que tu avais testé ça, toi, en Amérique du Sud. C'est incroyable. Ouais, Vraiment, j'en ai génial. pris. J'en ai pris pendant des années. Ouais, moi, j'ai fait mon échange en 2013 à Buenos Aires. Ouais. Je me suis mieux maté à l'époque. Au début, j'aimais pas du tout le goût. Je commençais d'ailleurs avec du dulce de leche dedans, tu vois, sucrer le truc pour apprécier. J'ai adoré. J'ai continué pendant des années, même quand j'étais de retour à Montréal. Et en fait, pour remplacer le café ou l'après-midi et tout ça, et en fait, moi, au bout de quelques années, ça m'irritait, ça me défonçait l'estomac. Du coup, j'ai dû arrêter. J'avais fait des examens pour voir d'où ça venait, etc. Et en fait, c'était probablement le maté qui me. Parce qu'en fait, par rapport à du café ou autre, tu remets de l'eau dedans en continu, tu remets de l'eau dedans, tu bois, tu remets de l'eau dedans. Et en fait, c'est beaucoup plus sur une grande durée que tu vois un shot d'espresso, quoi. Après, il y a des gens qui adorent et qui en boivent toute leur vie, hein, mais c'est moi pourquoi j'ai arrêté. Ok. Alors là, pour le coup, t'es pas la première personne à qui je dévoile mon nouveau secret là. Maté, franchement, les effets, moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est-à-dire que je passe de zéro focus l'après-midi, enfin zéro focus, j'exagère, mais tu vois, de pas tellement de focus l'après-midi à vraiment récupérer mes esprits après manger, quoi. Grâce à ça, avec une petite tasse de maté, sachant que je bois pas de café l'après-midi parce que sinon ça m'empêche de dormir. Et puis voilà. Et ça marche super bien, juste pour se clarifier l'esprit. Maintenant, t'es pas la première personne du coup qui me parle du goût. Alors je pense que j'ai de la chance parce que moi j'ai un maté, j'en ai plusieurs d'ailleurs, qui a super bon goût. Et du coup j'ai pas senti ce goût dégueulasse ou âpre ou je sais pas quoi dont plusieurs personnes m'ont parlé. Moi je l'ai pas du tout. C'est super bon. Celui-là il est au citron ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc effet incroyable, le goût est top, j'adore. Tu le bois, c'est quoi? C'est comme un sachet de thé ou c'est le maté traditionnel avec la bombilla, là, la petite paille en métal et tout? Parce que je pense que c'est différent. Ah non, c'est du thé. Hein. Ah oui, ok, d'accord. C'est en fait, par contre, tu le fais toi-même, tu vois. T'as les petits sachets, voilà. Je dois les ouvrir, mettre les trucs dedans, et après voilà. Hein. Ok. Ah, c'est peut-être différent parce que moi, moi j'étais tout fier, tu vois, j'avais acheté ma tasse en cuir de vache argentine, ma bombilla, c'est la paille en métal que tu mets dedans. Et dedans, moi, je mettais du maté, genre vraiment rustique, tu vois, genre il y a les feuilles broyées, il y a des petits bouts de branches et tout. Et en fait, tu mets de l'eau dedans, tu mouilles pas complètement, tu bois, tu remets de l'eau dedans. Et c'est pour ça en Argentine et même en Espagne, ils avaient ça. Les Argentins, tu vois, ils ont des grandes gourdes, des thermos en fait, et ils remettent de l'eau et ils se passent la tasse de maté de personne en personne. Donc peut-être que si toi tu le fais en mode sachet de thé, tu auras peut-être moins les effets d'irritation que, tu vois, moi je pouvais en prendre, je sais pas, en boire 5 tasses, 10 tasses dans l'après-midi, tu vois, parce que je le remplis et tout. Alors que peut-être que toi, avec ce système-là, moins. Ouais, puis après, je vais pas en abuser. Hein. Mais juste, voilà. En tout cas, ma petite révélation du moment, là, c'est tester ce truc-là. Là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste trop bien. Et voilà. Ok. Ouais, voilà. trop cool.
Ah, petit fun fact aussi là-dessus. Tim Ferriss, il est fan de maths aussi. Enfin, il était en tout cas. Et il a écrit la semaine de 4 heures grâce au maths pour bosser la nuit. Et quand j'avais mon blog, quand j'étais employé, j'avais mon blog, je rentrais le soir du boulot, je faisais un break, je me mettais au maté pour écrire mes articles de blog, tu vois, toute la soirée jusqu'à parfois minuit, 1h du mat. Et je trouve que pour bosser la nuit, c'est assez magique. En fait, ça t'apporte de la clarté. Moi, c'est vraiment ce que j'observe, quoi. C'est-à-dire, tu t'es un peu dans le gaz, t'as eu une dure journée, etc. T'as l'esprit qui, bon, tu sais, c'est un petit peu flou, c'est un peu le brouillard. Tu te fais une tasse de maté et là, tout à coup, poum, tout redevient clair. J'ai l'impression de parler d'ecstasy ou je sais pas quoi. Mais non. C'est pas de la drogue. D'ailleurs. Non, vraiment, j'adore. Je suis assez fan. Voilà. Trop cool. Yes, comment ça va, toi? Eh ben écoute, ça roule. En Malaisie, là. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé il y a un peu moins d'une semaine là, à Kuala Lumpur. Là, je te parle de la 34e étage d'une tour. J'ai jamais vécu aussi haut. Je peux pas montrer là, mais j'ai une vue sur les tours Petronas et tout ça. C'est assez cool, tu vois, d'être un peu comme ça. Je connais ton avis sur la question de vivre en hauteur et tout ça. Moi, moi j'aime bien la vue parce que je sais que c'est temporaire et tout ça, mais tous les jours non. Et un truc qui me saoule, c'est les ascenseurs. Genre, j'attends régulièrement 5 minutes pour l'ascenseur, tu vois, qu'il arrive. Il y a 4 ascenseurs. Ouais. Et il y a 38 étages. Je pense qu'il y a une trentaine d'étages avec des appartes, mais tu vois, il y en a, je sais pas, au moins une vingtaine par étage, tu vois. Et même quand tu es dans l'ascenseur, tous les gens qui veulent aller à tel étage, machin, c'est super relou. Par contre, là, j'avais jamais vécu la condo life comme ça où tu as tout, tu vois. Genre, j'ai mon appart. Il y a 2 restaurants, il y a la piscine rooftop, un gym, une salle coworking, une supérette. Enfin, t'as pas besoin de sortir en fait. Et à la fois j'aime bien et à la fois j'aime pas, tu vois. C'est un peu trop confort. Je comprends ce que tu veux dire. Et ça, c'est marrant parce que on le retrouve pas mal aussi en Amérique du Nord, au Canada. Tu sais, le condo. À Montréal, typiquement, c'est des condos, quoi. Moi, la première fois que j'ai expérimenté ça, c'était là-bas. Et nous, on le connaît pas forcément, ça, en Europe de l'Ouest. Tu sais, c'est des immeubles, quoi, tu vois. Et puis voilà, t'as juste des appartes et puis c'est tout. Alors qu'en Asie, en Amérique du Nord, après le reste, je sais pas, c'est assez commun. Le truc, je me souviens même à Montréal, t'avais le foyer. Ils appelaient ça le foyer dans le condo. C'était une pièce super confortable avec des beaux canapés, une immense cheminée, tu sais, au milieu là, une cheminée à 360 degrés, tu vois, avec le foyer en fait, tu vois, le foyer et un billard, etc. Et ouais. Après, ici, t'as carrément une salle karaoké et tout en mode Asie, quoi. Ah ouais, carrément. Mais ouais. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. Ça va, c'est quelques étages au-dessus, puis c'est fermé. Donc, ouais, mais j'ai de la chance d'ailleurs d'être venu à cette période-là parce que le ramadan commence début mars, je crois. Et j'ai appris que pendant le ramadan, ils ferment beaucoup d'espaces communs, tu vois, dans les hôtels et immeubles de condos comme ça. Donc, je m'estime assez chanceux d'être là à ce moment-là. Mais non, bonne expérience. Trop bien. Et j'ai fait pas mal d'éloges là. À qui je sais plus trop, mais peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'ai eu de belles pensées sur justement la Malaisie, Kuala Lumpur, etc. ces derniers temps. En fait, alors ça va paraître un peu. J'hésite. Faudra peut-être couper ce que je vais dire là. Mais pas de montage. Allez, on y va. Freestyle. Non. Mais plus sérieux, en fait, si tu veux, tu as un niveau. Alors, pourtant, j'ai vérifié sur Internet. Je trouve pas de différence dans les niveaux d'éducation scolaire, en tout cas, entre la Malaisie et d'autres régions en Asie du Sud-Est. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec un expert sur un sujet bien spécifique qui est en Malaisie. Et putain, le mec, il était vraiment ultra proactif. Il m'amenait des solutions, il avait des idées et tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai eu vraiment le sentiment, tu vois, de retrouver. Et j'en parlais avec une amie qui me disait, ouais, moi aussi j'ai ce truc-là quand j'échange avec des personnes qui ont grandi en Malaisie, j'ai ce sentiment de débrouillardise, tu vois, de trucs assez agréables, quoi. En fait, t'as l'impression que les gens sont vraiment smart. Alors c'est un peu con, tu vois, de généraliser, mais globalement, on va dire que globalement, moi, de ma propre expérience, j'ai vraiment ce sentiment de, où c'est peut-être lié à l'éducation, t'as une population qui
qui est assez débrouillarde et j'apprécie pas mal. Ok. Ouais, hyper intéressant. Moi, je reviens là. Je suis ici là. Je suis ici pour quelques semaines pour explorer un peu parce que il y a pas mal de retraités. Tu vois, en mode, on parlait de Fire, etc. Pas mal de retraités expats qui se sont installés en Malaisie. J'étais jamais venu. J'étais passé une fois par l'aéroport. Je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait. Mais juste avant, j'étais à Singapour pour une bonne semaine là pour fêter le Nouvel An chinois à la famille de ma copine. Et Singapour, toujours mind-blowing à chaque fois que j'y vais, tu vois. À chaque fois que j'y vais, j'aime de plus en plus. Genre, ils ont craqué le code d'une société qui fonctionne, tu vois. Genre, tout roule, tout marche, tout le monde est, enfin, pas tout le monde, mais la grande majorité des gens sont contents, ils sont fiers de leur gouvernement, ils sont fiers de leur pays et tout ça. Et c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que la Malaisie, ma copine, elle m'a dit fais attention parce que la Malaisie, ça ressemble beaucoup à Singapour, ça ressemble beaucoup à la Thaïlande, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a pas mal de vols à l'arraché, d'amis à elle qui se sont fait voler leur téléphone dans la rue, etc. Et elle dit c'est troublant parce que à la fois, ça, tu sais, Kuala Lumpur, ça ressemble beaucoup à Bangkok, je trouve, en termes d'apparence et tout ça, mais c'est pas pareil, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, un mix entre la Thaïlande et Singapour. Bah, c'est au milieu, hein, c'est logique, mais hyper intéressant. Ouais. Alors après, au niveau du style de vie, c'est vrai que moi, je trouve pas que ce soit vraiment similaire. Je suis là depuis une semaine. Moi... Après, je suis pas en prononcer non plus trop loin, mais c'est les premières impressions. Ouais, mais tu vois, à Kuala Lumpur, tu vas pas te balader à pied, quoi. Tu prends un Grab et c'est tout, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas ça. C'est un des trucs qui manque, moi, quand je suis à Kuala Lumpur. Ouais. C'est marrant parce que à la fin, je me baladais ce week-end avec quelqu'un que connaît un nomade, là, un freemode qui est dans le coin et qui est déjà venu pas mal et tout ça. On se baladait à Bukit Bintang, qui est le centre un peu des restos, des bars et tout. Et je trouvais ça beaucoup plus walkable, marchable que beaucoup d'endroits en Thaïlande, tu vois. Ouais, étonnamment, j'aurais pas pensé. En fait, c'est un petit peu c'est le mini quartier touristique, ça. Enfin, pas touristique, mais comme tu dis, tu vois, des petits restos, des machins. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes, en tout cas, très cool. De découvrir un nouveau pays, ça fait toujours plaisir aussi. Et surtout un pays cool comme ça. Trop bien. Combien là, t'avais publié 37 27 37e pays, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, à une époque, j'étais vraiment en mode, ok, je visitais tous les pays du monde en mode nomade le plus vite possible et tout. Après, j'avais dit, ok, tout en nomade n'est pas le plus vite possible. Maintenant, je suis plus en mode, genre, j'ai pas envie de visiter tous les pays en mode nomade, quoi. Genre, les visiter tous dans ma vie, oui, mais il y a certains pays plutôt en mode touriste, comme on avait parlé par rapport, tu vois, au Maroc, par exemple, ou même, tu vois, aujourd'hui, Bali. Je pourrais retourner un peu en mode travail et voyage vacances, mais je préférais aller limite 100% vacances, tu vois. Ah, mais grave. Que y aller en mode, à moitié. Carrément. Pareil. Yes. Pareil. Et ça m'amène sur un sujet que j'avais noté. C'était une pensée que j'ai eue en fait l'autre jour. C'est que pour moi, en fait, j'ai réalisé qu'être nomade ou en voyage, c'est vraiment un shortcut énorme en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne. Parce que tu dois en permanence t'adapter à plein de réalités différentes. Tu vois, j'arrive en Malaisie, c'est un nouveau pays, je sais pas comment ça marche. C'est parfois inconfortable, mais justement, plus tu t'entraînes à être confortable avec l'inconfortable, bah, plus tu es confortable un peu en tout temps, quoi. Et je trouve aussi un truc assez intéressant, c'est de tester plein de destinations pour valider ce que t'aimes ou pas. Tu vois, il y a des personnes qui disent ah moi j'aime tout et tout ça, et tu les mets au Vietnam et ils sont là, waouh, horrible le bruit, les karaokés partout. Et en fait, de voyager, t'apprends énormément sur toi. Et moi, c'est un truc, tu vois, si j'avais une expérience à mettre obligatoire, tu vois, peut-être à la fin du lycée ou un truc comme ça, c'est genre que tout le monde voyage au moins un mois tout seul dans sa vie. Tu vois, pour vraiment apprendre à se débrouiller, comprendre que bah, voilà, si tu te sens seul, c'est à toi d'aller vers les autres, de voir qu'il y a plein de façons de penser et de faire différentes. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve ça vraiment, avec le recul, vraiment un shortcut de développement personnel de voyager et aussi en tant qu'entrepreneur. Ouais, alors là-dessus, j'ai aucun doute maintenant. Pour le côté développement personnel, j'ai un petit peu de mal à l'analyser parce que bah, aujourd'hui, ça fait longtemps, si tu veux, que j'ai eu cette révélation, mais toi aussi, j'imagine. Et du coup, j'ai trop de recul. Tu vois ce que je veux dire? L'effet waouh, il m'a un peu passé. Par contre, ce que je peux constater aujourd'hui, et ça, je le ressens très très fort aujourd'hui, c'est que la sédentarité
je peux m'embourber dans la sédentarité. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tu prends tes routines, machin, et dans tes routines, tu peux ajouter plein de trucs. Tu sais, c'est comme une valise. Tu peux rajouter des trucs, et tant qu'il y a de la place, tu fais tenir des nouvelles choses, etc. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu... là, en ce moment, je suis rentré à fond là-dedans. C'est-à-dire, j'ai empilé les projets, je me suis retrouvé à... en ce moment... Honnêtement, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais attends, tu es entrepreneur pour justement décider de ta vie, pour être libre. Et là, tu es en train de t'emprisonner dans un truc sur lequel tu n'as pas le contrôle. C'est ce que j'ai ressenti ces dernières semaines parce que j'ai mis en parallèle trop de projets. J'ai fait le con. Et en fait, du coup, pour me sortir de ça, alors ça n'a pas été fait, si un petit peu, ça a été fait un peu volontairement, mais pour me sortir de ça, je trouve qu'il n'y a rien de tel justement que le voyage. Là, dans quelques semaines, on part au Japon. L'objectif au Japon, ça va être de décrocher. Tu vois, tu vas pas 3 semaines au Japon pour bosser, quoi. Enfin, il y aura 2-3 petits trucs à faire si tu veux, mais l'idée, c'est vraiment de se décharger au maximum. Du coup, j'ai une deadline. Je sais que dans 3 semaines, il faut que mon agenda soit libéré. Il faut que j'ai complètement modifié. Et ça m'a obligé à prendre des décisions importantes, recruter, machin. Tu vois, bref, modifier des choses dans ma façon de faire. Pourquoi? Justement pour pouvoir assumer ce voyage. Et ça, je trouve ça cool en fait. Souvent, on devient entrepreneur pour se libérer du temps, on devient entrepreneur pour la liberté et finalement on finit par s'enfermer dans une vie qu'on n'aime pas. Et ça, il faut y faire attention parce que ça va plus vite que ce qu'on croit et ça se fait souvent un petit peu tout seul, quoi, par la force des choses. On a du temps, on empile des choses, des projets, des machins et voilà. Ouais, se souvenir toujours pourquoi on fait les choses. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a des phases, tu vois, des moments où tu as envie et tu as besoin d'avancer, de charbonner sur les trucs qui sont là et que tu as envie d'avancer. Et il y a d'autres moments aussi où c'est bien de lever un peu le pied, de regarder les nuages, sentir un peu les fleurs, tu vois, etc. Et moi, j'ai vraiment vécu le truc l'année dernière. Et je pense qu'on en parlera suite à ce que ça a amené par la suite. Mais tu vois, j'ai remarqué que les voyages desquels j'ai plus profité, donc typiquement dans la dernière année, mon mois au Japon, quelques semaines à Jeju en Corée, etc. C'était les moments en fait où j'étais plus ou moins à mi-temps niveau boulot. Parce que tu vois, j'arrivais au Japon, nous on est resté un mois avec ma copine et on avait vraiment envie d'y aller, on avait planifié un peu le voyage et du coup j'étais plus ou moins à mi-temps. On prenait des week-ends de 3-4 jours, on travaillait en majorité, tu vois, le matin, début d'après-midi, on était tout le temps en train de se balader. Et c'est là où j'ai le plus profité de l'équilibre de vie et tout ça, tu vois. Quand j'avais vraiment un truc concret qui m'obligeait à bosser moins par envie et aussi par choix, quoi. Ah mais carrément, je te rejoins. Moi, j'ai jamais autant kiffé ma vie que lorsque je bossais uniquement le matin. Ça, c'est un style de vie. C'est même pas que je l'ai abandonné, encore une fois. Hein, c'est juste la sédentarité qui m'a fait rajouter un petit truc en début d'après-midi, et puis un rendez-vous, et puis un machin, et puis un machin. Et aujourd'hui, c'est rempli, quoi. Donc, il va falloir revider tout ça. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est que simplement réorganiser son emploi du temps, la plupart du temps, ça ne veut pas dire être moins performant dans ton entreprise. Et souvent, c'est même le contraire. C'est-à-dire, tu réorganises ton emploi du temps, tu conscientises le truc, donc tu réorganises correctement, et derrière, tu es plus performant. Donc, c'est quand même intéressant. Travailler moins pour gagner plus, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment des phases, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, ici j'ai rencontré quelques personnes, tu vois, qui étaient vraiment en mode genre full voyage, tu sais. Typiquement, David, là, le freelance que on a fait une vidéo d'ailleurs qu'on sortira sur YouTube, mais lui à la base, c'est un Québécois, il était soudeur au Québec, genre vraiment soudeur. Il bossait 8 mois par an pour gagner de l'argent et après partir en voyage 4 mois par an, en mode full voyage, etc. Aujourd'hui, il est freelance, développeur, et lui, aujourd'hui, son focus, c'est de visiter la journée. Il bosse 2-3 heures le soir, ça paye ses frais de vie. Et toutes les journées, il visite, il bouge d'endroit tous les 5 jours. Moi, être 100% en mode voyage et kiff, ça me fait pas forcément envie, à part c'est vraiment des vacances. Mais je trouve que l'équilibre entre les deux est vraiment cool à trouver, tu vois. De savoir que mes projets avancent, même si je bosse qu'à mi-temps ou que je suis en vacances, comme la semaine dernière, c'est extrêmement kiffant, quoi. Ouais, mais c'est parce que justement l'entrepreneuriat fait partie de nos valeurs. C'est un truc auquel on tient, tu vois.
au même titre que la liberté. Enfin, moi, je pense, voilà. Et donc, se libérer complètement du travail nous rendrait pas plus heureux. Mais c'est juste avoir cet équilibre, quoi. Mais je trouve que ça me fait rappeler un truc, tu vois, encore un moment où j'étais en mode semi-boulot. Quand j'étais à Séoul, donc c'était en mai l'année dernière, je remettais plein de trucs en question et tout. On s'envoyait pas mal d'audio à ce moment-là. Et j'essayais de faire un peu du tri dans tout ça, tu vois. Je travaillais plus ou moins le matin. Et justement, tu m'avais dit un truc qui m'a marqué, c'était genre, bah voilà, pour toi comme pour moi, notre business, notre activité, c'est important pour nous. Donc ça a sa place, tu vois. Le but, c'est pas d'être 100% oisif. Mais tu m'avais dit, bah planifie les trucs qui sont importants pour toi, tu vois, décide qu'est-ce que tu veux faire dans tes journées, bloque ton temps pour ça. Le boulot, ça prendra souvent plus de place que tu penses, mais au moins si tes trucs perso sont calés, ça ira, tu vois. Et ça m'avait pas mal plu parce qu'au final, moi, en fait, je déteste m'ennuyer, tu vois. Genre des fois, j'ai du mal à décrocher complètement si je suis pas en train de visiter ou autre, parce que genre me poser au bord d'une piscine ou à la plage l'après-midi, moi, ça me fait chier. Si tu me dis, OK, on va faire du kayak ou un truc comme ça, je suis 200% et là, je vais déconnecter. Mais juste être là, poser les fesses sur un transat, ça me pas kiffer. Par contre, si je sais que je sais pas, j'ai 1 heure de transat par jour, mettons, on va dire, à une heure qui est choisie, etc. Et que le but, c'est de lire, que c'est de parler avec ma copine, de faire un truc, là, oui, tu vois. Mais pour moi, c'est pas d'enlever le plus de trucs pour avoir du temps libre. C'est, OK, par exemple, toi au Japon, j'imagine que tu veux pouvoir visiter les trucs, faire des day trips. Bah, c'est ça le truc avec le quoi tu vas remplir ton calendrier. Et le reste, bah, tu vas le caler où tu pourras peut-être des calls le soir, peut-être le matin, des trucs. Mais je trouve que c'est cet effet un peu Tetris qui est intéressant en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on organiser pour les personnes qui organisent leur journée, je pense que c'est important, mais on organise nos journées en mettant tous les blocs de travail d'abord, et après, s'il reste de la place, on se dit, bon, bah voilà, ce sera du temps libre pour profiter, etc. Alors que peut-être que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, tu vois. Et je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord placer ces blocs épanouissement, tu vois, typiquement par exemple le sport, la lecture, les trucs comme ça. Alors évidemment, si tu fais 8 heures par jour d'épanouissement par jour, enfin chaque jour ça va être un peu compliqué de bosser, mais tu vois, les prioriser, enfin en tout cas les placer dans l'agenda d'abord, et ensuite combler les trous avec le travail, parce que de toute façon ça on sait faire. Et l'ordre est hyper important. Tu parlais tout à l'heure du maté, j'en ai pas parlé, mais ça me fait penser à ça. Là en ce moment, parce que c'est loin, qu'il faut que j'aille en taxi, que c'est l'heure de pointe, etc. Là, je veux faire mon sport en ce moment le midi. J'ai jamais fait ça. Genre la séance de F45, elle est à 12h30, à 15 minutes de taxi. Jamais fait ça. Et je sais que du coup, 3 fois par semaine, j'y vais, là, lundi, mercredi, vendredi. Donc, il faut que je planifie ma journée en fonction de ça. Et ça me redonne un regain d'énergie en début d'après-midi que j'avais jamais avant. Tu vois, l'après-midi, je suis plutôt en mode genre un peu, ok, je fais mes trucs, mais un peu en mode ralenti, quoi. Et du coup, le séquençage des activités est hyper important aussi, tu vois. Et je sais que tu vois, genre prendre une marche le midi, ça me recharge, que tu vois. Alors que des fois, ma tendance naturelle, c'est d'être un peu la tête dans le guidon. Ok, je bosse le matin. Quand je suis solo comme là, tu vois, je mange avec un lance-pierre et je continue, mais sans faire vraiment de break. Et en fait, du coup, tu finis ta journée, t'es pas bien. Tu vois, à 18h, t'as les yeux rouges comme ça et t'as pas kiffé. Alors que tu vois, de faire une pause pour faire du sport qui m'a réénergisé. J'étais bien toute l'après-midi, j'ai enchaîné mes trucs et le soir, j'étais fatigué. Oui, mais mon sport était déjà fait, tu vois, je pouvais relaxer tranquille. Ouais, trop bien. Trop bien. Et c'est marrant, du coup, toi, le chemin que tu as avec ton voyage au Japon qui approche et ton déremplissage de calendrier. Moi, je suis plutôt en mode remplissage de calendrier parce que j'étais en janvier, j'étais en Espagne, donc à Valencia. Et le rythme espagnol, on en avait parlé, je pense, dans un épisode, était super compliqué. Tu vois, genre les cafés qui ouvrent à 10h, le repas du midi, les restos qui commencent à 13h30, 14h, la siesta, tout ça. Et c'était hyper compliqué pour moi d'avoir une routine de productivité, etc. J'étais avec ma copine. Ensuite, je partais à Singapour en vacances. Maintenant, j'arrive là. Et là, je suis plutôt en mode genre, OK, on remet tout à plat. Je suis solo ici à Kuala Lumpur. Je remets mes routines en place, tu vois. Des routines que j'ai d'habitude, mais que j'avais oublié de faire ou que je faisais plus parce que c'était pas possible ou pas souhaitable, quoi. Donc typiquement, tu vois, genre méditer, journaler, aller faire un tour le matin, le soir faire certains trucs. Et tu vois, je suis plutôt en mode genre je restructure mon quotidien pour séquencer les choses dans le bon ordre et puis être en mode à l'arrache et tout ça. Et le fait aussi d'être en Asie, on avait parlé, j'avais l'impression d'être toujours en retard sur le temps là-bas
quand j'étais en Europe. Là, ça y est, tu vois, je suis à plus 7 heures de la France, où j'ai pas mal de gens avec qui je travaille. Et là, on enregistre, tu vois, il est 14h54 pour moi, il est 13h54 pour toi. Aujourd'hui, il est 8h en France, là, maintenant. Et les gens commencent à se réveiller, à envoyer des messages. Mais on a eu toute la matinée pour faire notre truc sans avoir eu aucune interruption, tu vois. On était en contrôle. Et ça c'est génial. C'est quand même une richesse incroyable, tu vois. Ouais, carrément. Ça, c'est top. On s'en rend compte. Ouais. En fait, je pense que ça, on le réalise une fois qu'on est, une fois qu'on repasse en Europe, ou alors le pire, non, c'est quand on est en Amérique. Enfin, quand on est, par exemple, au Canada ou en Amérique, quoi. Où là, c'est carrément de l'autre côté. Moi, ça, par contre, ça, c'est un enfer. Honnêtement, à gérer, c'est vraiment difficile. Non, je pense que ouais, le côté Asie, là, avoir toutes ces matinées pour soi et sans se faire déranger, c'est vraiment chouette. Vraiment. Ouais, carrément. Pas obligé de caler des calls le matin. Bah ouais. Puis en fait moi j'en parlais même avec mon équipe. Tu vois, je me dis pour moi c'est chiant parce que j'ai pas envie de bloquer mon équipe. Tu vois, quand ils m'envoyaient des demandes et de leur répondre, etc. Et en Europe, j'étais un peu toujours avec Slack ouvert, tu vois, en mode ok, est-ce qu'on m'a écrit ou Asana, est-ce qu'il y a des trucs qui dépendent de moi, qui sont arrivés en mi-matinée, est-ce que je peux les débloquer? Et en fait, pour moi c'est chiant parce que je suis toujours là-dedans, je peux pas être vraiment en deep work. Et pour l'équipe, c'est pas bien non plus en fait. Dans les deux sens, parce que eux, pareil, ils sont toujours ok, Ambroise il est là, il faut que je lui demande des trucs maintenant. Et en fait, juste d'avoir une demi-journée en commun ensemble, ça a l'air d'être le sweet spot qui nous correspond à tous finalement, tu vois. Donc, non, c'est top. C'est top. Je vois le temps qui passe et je me dis que j'avais envie de je vais faire une transition parce que j'ai eu une réalisation, un truc, j'avais vraiment envie d'en parler. Alors, peut-être que ça va paraître tout con. Je sais pas si toi, tu l'as eu, ce truc-là, mais c'est tellement évident et en même temps tellement puissant. Alors, attends, comment est-ce que j'ai réalisé ça? Je sais plus trop. J'étais en train de... Bref, j'étais sûrement parti dans mes pensées et je me suis rendu compte à quel point, en fait... Ah, ça y est, je sais. Bon, bref, peu importe. En fait, je me suis rendu compte à quel point c'était... difficile pour le commun des mortels, j'allais dire, de se libérer du regard des gens. Tu vois et je me suis posé la question, comment est-ce que moi j'y suis parvenu? Parce qu'aujourd'hui, j'estime y être parvenu. C'est-à-dire que, évidemment, parfois, il y a certains trucs qui peuvent m'affecter. C'est normal, tu vois, je suis un humain, mais beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, je me fiche qu'on me juge tout simplement. Tu vois, ça m'atteint pas vraiment, sauf si vraiment c'est de certaines personnes, peut-être, tu vois, là, à la limite. Mais sinon, globalement, j'en ai un peu rien à foutre. Et ça me permet de vivre, j'allais dire, beaucoup plus heureux, parce que ça me permet d'être beaucoup plus moi-même. Tu vois, quand t'es pas biaisé, quand t'es pas soumis au regard des autres, quand tu fais pas les choses pour les autres, tu les fais pour toi. Et du coup, tu vois ce que je veux dire, quoi. T'es plus heureux. C'est pas compliqué à comprendre. Et je me suis posé la question, ok, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Alors, je pense qu'il y a une part de maturité, probablement, mais je crois en fait que ce qui m'a permis d'arriver à ça, c'est justement de faire beaucoup de ventes. Enfin, beaucoup d'appels, tu vois, de faire beaucoup d'actions de vente, quoi. Tu vois, beaucoup d'appels de vente, beaucoup de commercial. Parce qu'en fait, quand tu fais du commercial, t'es sans cesse, tu dois assumer beaucoup de rejets. Et au bout d'un moment, le rejet, finalement, ça te passe au-dessus de la tête. Tu vois, t'es habitué, c'est pas grave, tu le prends pas personnellement, il y a plus de mal à ça. Et bon, du coup, tu vois un petit peu comment j'ai lié tout ça. Et je me suis dit, mais bon sang, en fait, on devrait tous à un moment avoir un moment dans sa vie où on fait du call, tu vois, du phoning, où on fait des trucs comme ça pendant un moment où on va se prendre plein de râteaux. Alors, du coup, je l'ai un petit peu... j'ai un peu poussé le truc en me disant, si c'est pas du phoning, ça peut être aussi aller draguer dans la rue ou aborder des filles ou des mecs ou je sais pas quoi, mais en tout cas se mettre en danger et aller prendre des râteaux, tu vois. Donc pas chercher le succès, mais plutôt finalement, alors si t'as des succès c'est bien, mais plutôt être dans une optique de se dire je grandis grâce au rejet.
parce que je vais finir par les accepter, ça va finir par me passer au-dessus de la tête, et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à m'en foutre et à faire exactement ce que j'ai envie de faire et être finalement plus heureux. Et voilà, donc là, c'était un petit peu le fil de ma réflexion, et je me dis, mais purée, tu te rends compte à quel point c'est puissant et à quel point c'est finalement c'est tout bête, quoi. Donc, ah non, mais c'est clairement. Moi, j'ai eu un peu de la chance et le hasard de faire ça pas mal quand j'avais 18 ans, quand j'étais au Canada. J'avais rejoint une asso qui s'appelle l'ISEC, je sais pas si tu connais. C'est une asso pour des stages internationaux. Et je me suis retrouvé dans la partie démarchage pour en fait démarcher des boîtes canadiennes. Donc j'étais à Montréal pour prendre des étudiants internationaux en stage. Donc on était dans le centre d'appel de la fondation de l'école de commerce, tu vois. Ils nous prêtaient la salle pour faire des calls. Donc on avait un ordi, un téléphone. Et tu sais, c'était au début, je comprenais pas forcément encore tout, les expressions, etc. Mais je faisais mes calls, tu vois. On était une dizaine à faire nos calls en même temps avec des potes et tout ça. Et en fait, ça m'a pas mal conditionné à ça. Et l'été entre ma première et deuxième année aussi, bah, au Canada, on avait 3 ou 4 mois de pause. Et du coup, moi, je dis, bah, je vais gagner un peu d'argent, tu vois, entre mes trucs. Je vais essayer de faire un truc utile. Et j'avais trouvé un boulot de vendeur de chaussures dans une galerie commerciale. Donc, c'était chez Beryl. Je sais pas si ça existe encore comme boîte, tu vois, magasin de chaussures, un peu de tout, quoi. Et j'ai commencé par faire de l'inventaire. C'était très chiant sous la tôle, sous le toit, tu vois, du centre commercial en plein été pour les soldes. Et après, j'étais en boutique, tu vois. Et rapidement, je suis devenu un des meilleurs vendeurs du truc. Mais parce que j'en ai chié, quoi. Genre au début, je savais pas comment ça se passait. J'avais le feedback du mec qui me dit là, t'as pas vendu le truc pour le cuir aux personnes qui ont acheté les chaussures, etc. Et je pense que c'est hyper important d'aller en fait sur le terrain et se confronter à ça. Et je pense que c'est un truc aussi, c'est une grande différence entre l'entrepreneuriat en France versus en Amérique du Nord. Tu vois, où moi j'ai commencé. En France, l'échec est souvent stigmatisé. Si t'es entrepreneur, c'est que t'as réussi, on dit que t'as réussi et tout ça, alors qu'au Canada, il y avait cette culture de l'échec. Il y avait des événements dédiés à l'échec où des grands entrepreneurs venaient partager leurs plus grands échecs, tu vois. Il y avait des stages où on t'apprenait à échouer et tout ça. Et en fait, c'était une façon de voir les choses complètement différente, tu vois. Là-dessus, j'estime avoir été chanceux, parce que c'était pas prévu, tu vois, mais d'être dans ces situations et d'être dans une culture où l'échec est aussi valorisé, tu vois. C'est le truc de comprendre qu'en fait, pour réussir, il faut avoir échoué avant. Les personnes qui réussissent sans échouer, c'est des aliens, tu vois. Tu devrais même pas te comparer à eux, tu vois. Ils ont eu de la chance, ou alors c'est des surdoués du business ou autre. Mais tout le monde échoue, et c'est en échouant que t'apprends, que t'itères et que t'arrives au but final, quoi. Qui est peut-être même pas celui que t'avais imaginé à la base, en fait. Parce que t'apprends basé sur ce que le marché te dit par rapport à tes actions. C'est marrant. Donc, il y a une question d'ego aussi. Je pensais à ça par rapport à la question de l'échec. Là, je pensais à ça. Je crois que c'était ce matin, tu vois. Je me disais, ok, finalement, combien parmi les entrepreneurs qui réussissent du premier coup, combien seraient capables de récidiver? Tu vois. En fait, je pense que dans le truc, parce qu'on entend des choses par rapport à ça, on entend que dans la réussite entrepreneuriale, il y a une part de chance. Moi, j'y crois pas trop, parce que tu as des mecs qui montent 10 business, et sur les 10 business, ils ont 8 succès, tu vois. Ça, c'est pas de la chance. Et puis, tu as des mecs, ils ont un énorme succès, mais la question, c'est si demain, ils remontent une boîte, est-ce qu'ils vont être capables de récidiver, tu vois? Peut-être que c'était de la chance. Et je pense du coup qu'il y a vraiment deux profils, quoi. La chance n'est pas négligeable, mais compter sur la chance pour réussir, je pense que c'est une belle connerie. Et ouais. Enfin, je sais plus la quote là-dessus, mais tu vois, c'est genre chance plus opportunité plus préparation égale succès. Je sais plus d'où ça vient, tu vois, j'ai pas la source, mais il y a un truc comme ça. Et aussi, tu vois, même l'entrepreneur qui a monté 10 boîtes, il y a 8 succès. Genre ça, c'est ce qui se voit et ce qui se dit publiquement. Mais combien de projets il a eu avant ça, tu vois, qui étaient... Ouais, avant, mais ça, c'était la phase d'apprentissage, tu vois. Ouais. Mais ce que je dis, c'est que tu vois, aujourd'hui, si je te dis, OK, quels sont les entrepreneurs que tu admires? Je crois que c'est ça la question que je me posais. Je me marre parce que je me posais cette question aux toilettes, tu vois. Je me pose de drôles de questions aux toilettes, tu vois. Et je me posais la question et je me disais, putain, mais en fait, c'est marrant parce que c'est ça, t'as des entrepreneurs à succès qui ont d'énormes succès, mais pour autant, je les admire pas. Parce que je me dis,
je me pose vraiment la question. Je me dis, ok, est-ce que eux, si on les remet sur, tu vois, est-ce qu'ils sont capables de récidiver ou est-ce que c'était un coup de chance? Et puis, tu en as d'autres. Certes, ils ont eu des échecs avant, etc. Mais par contre, au bout d'un moment, ils ont pigé le truc. Et quand ils te lancent, ils lancent 10 business, ils font 8 énormes succès d'affilée, tu vois. Il y a la variable chance, elle rentre plus du tout en ligne de compte, si tu veux, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, je fais 2 équipes parmi les énormes entrepreneurs. Pour moi, il y a 2 équipes. Ok. Tu vois. Ah, hyper intéressant. Ouais. Et du coup, voilà. D'où ça devient ce questionnement de se confronter à l'échec? Je saurais même pas te dire. Tu sais, parfois, je perds un peu le fil de ma pensée. Les choses se connectent les unes aux autres, et puis j'oublie le démarrage et je développe un truc qui s'est enchaîné comme ça. Donc là, pour le coup, je saurais pas te dire. Aujourd'hui, je pense pas avoir un rapport malsain ni au succès ni à l'échec. Je pense que j'en ai un peu pas rien à faire, mais j'ai aucun problème à échouer. Tu sais, comme j'ai aucun problème à ne pas terminer un livre, quoi. Tu vois, c'est un peu la même chose pour moi. Si je lance un projet et que ce projet, soit je vais pas forcer sur un projet en me disant j'ai commencé, faut terminer, tu vois. Je m'en fous en fait. Donc non, j'ai pas de problème avec l'échec. Je suis ok avec ça. Je suis pas un forceur, quoi. Ok. J'avais vu un truc là, je trouve ça intéressant, de ta recherche justement de base. Parce que c'est quand même un gros changement, ça aussi, dans ton mode de vie. Enfin, ça va pas forcément bouleverser ton mode de vie, mais ça change quand même des choses, quoi. Carrément. Ouais, carrément. Bah, pour redonner un peu de contexte, du coup, moi, ça fait depuis 2017 que je suis nomade. Au début, j'étais semi-nomade, j'étais encore basé à Montréal et je voyageais quelques mois par an. Et puis là, depuis 2020, en partie grâce au Covid, le fait que j'ai quitté mon ex et que j'avais tout ce qu'il fallait pour ma citoyenneté canadienne, j'étais parti en full nomade là depuis mi-2020. Et là, en fait, alors il y a peut-être différentes raisons. Tu vois, le fait que j'ai passé les 30 ans, 31 ans même, tu vois, que j'ai une copine qui est semi-nomade etc. Là, je sens depuis un petit moment, on va dire depuis peut-être 6-8 mois, un besoin tu vois, d'un peu plus de stabilité. J'ai aussi fait un travel burnout l'été dernier, dont j'avais parlé dans une vidéo. Et du coup, j'ai amorcé ce projet-là. À la base, cet été, j'étais revenu, repassé chez mes parents. Je me suis dit, ok, là, il faut que je ralentisse, que je me pose un peu plus, que je trouve une base. Et j'avais pensé au Portugal, tu vois, Lisbonne, j'avais beaucoup aimé. Bon, on s'était croisé là-bas à l'époque. 2020, c'était royal. Puis j'ai abandonné le projet parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi. Puis ça faisait pas beaucoup de sens pour différentes raisons, tu vois. Notamment parce que ma copine, bah, elle est semi-nomade, mais elle est de Singapour et est basée là-bas. Que moi, dans les 2 dernières années, j'ai passé la majorité de mon temps, enfin plus de la moitié de mon temps en Asie. Et du coup, le projet il est revenu sur la table là au final parce que je voyais en fait que si je mettais pas un peu les pieds à l'étrier, bah, ça allait continuer comme ça. Puis j'allais rester dans ce truc où genre à la fois j'ai envie de voyager tout le temps et en même temps des fois j'en ai marre, etc. Et du coup là, je me suis dit cette année, on y va. De toute façon, tout est réversible, tu vois. Cette année, j'ai l'objectif de me trouver une base. Donc une base, la définition que j'en ai, c'est un endroit où je pose mon sac. Je passe au moins 6 mois par an, tu vois, un endroit où j'ai un appart à l'année, j'ai des affaires, j'ai un meilleur setup de travail, tu vois. Même pour le podcast, on en a parlé, des fois c'est un peu chiant de remettre en place tous mes trucs, avoir plus de matos, avoir une vie et des routines qui sont actives une fois que je suis là-bas. Et donc je suis dans vraiment ce truc-là. Donc pour l'instant, j'ai des piges, j'ai enclenché des trucs, c'est pas encore 100% définitif, mais là d'ici 2-3 épisodes de Lycée Coconut, ça devrait être beaucoup plus clarifié. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un gros changement pour moi, parce que passer de full nomade repasser en fait à semi-nomade, semi-expat, c'est un gros changement pour moi dans ma vie au quotidien, dans pas mal de trucs. Mais la philosophie derrière change pas spécialement. Et en fait, j'ai déjà été semi-nomade, semi-expat, tu vois, quand j'étais à Montréal. Donc voilà, je suis plutôt excité par le projet. Donc voilà, ouais, gros focus du moment pour moi aussi, quoi. Ah, c'est chouette. Tu veux nous parler ces secrets ou tu peux parler des destinations sur la shortlist?
Ouais, bah clairement, j'ai pas encore parlé de ça publiquement, et donc c'est un peu une exclu ici, mais clairement, moi, mon focus est sur l'Asie, pour plein de raisons, tu vois. Typiquement, bah, me baser à Lisbonne alors que ma copine est en Asie, c'était pas évident. Là, j'ai différents critères, en fait, et il y a quelques endroits qui sortent du lot, dont un en particulier. Et je peux pas encore annoncer parce que c'est pas encore officiel, je suis dans les process et tout ça, mais clairement que la Thaïlande, pour moi, dans les pays que j'ai visités, dans tous les pays que j'ai visités, c'est clairement un pays qui est à part pour plein de raisons. Si tu vois, si j'avais pas ce truc sur l'Asie, j'aurais peut-être hésité entre Thaïlande et Mexique, par exemple. Mais ouais, Thaïlande, c'est mon focus, et je suis dans les démarches pour me renseigner et agir par rapport à ça, dans le but de voilà d'avoir une base en Thaïlande, et idéalement aussi à Chiang Mai. Enfin, c'est le but. Si c'est en Thaïlande, ce sera à Chiang Mai, quoi. Mais je me laisse quand même la flexibilité de bouger aussi en Thaïlande, tu vois, de pas forcément me dire ok, c'est le Chiang Mai forever et tout ça. Et également, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis vraiment en mode base, tu vois. Je suis pas en mode genre je m'installe. Enfin, après c'est ce que je dis, on verra dans la pratique, mais je suis plutôt en mode base où j'ai mes trucs, et tu vois, c'est un peu revenir entre mes voyages, avoir ma vie là-bas, être confortable. Mais je me vois quand même pas mal voyager, tu vois, au moins, je sais pas, 3 4 mois par an minimum, quoi. Donc tu vois, typiquement, bah, Japon, on a envie d'y retourner avec ma copine. J'ai des trucs prévus en Europe cet été. J'aimerais bien aussi refaire un peu de ski de temps en temps. Donc tu vois, c'est vraiment en mode base où je fais mes voyages, j'y reviens. Et en fait, j'ai l'impression que je profiterai beaucoup plus de mes voyages aussi comme ça. Que là, j'étais un peu plus en mode ok, je suis là. Donc je vais un peu à prochaine initiation, un peu par défaut, tu vois. On avait parlé d'ailleurs à un moment, tu vois, je te disais, bah voilà, je suis à Singapour pour le Nouvel An chinois. On a plein de potes à Da Nang au Vietnam. Je vais à Da Nang, mais j'avais pas vraiment envie, tu vois. Et j'ai plus envie de retrouver du sens et une direction, plutôt que genre me laisser aller selon où est-ce que vont les gens, les amis et tout ça, tu vois. Donc c'est ça. Puis très cool aussi, Thaïlande, il y a des vols directs pas mal partout vers et depuis Singapour. Donc avec ma copine, c'est parfait. Et ouais, donc bien hâte, bah, si tout se concrétise, etc., ce sera pas mal aussi pour nos épisodes de pouvoir tourner ça en personne. Moi, j'avais pas mal aimé la dynamique en personne. Je trouve qu'on était beaucoup plus réactif et à rebondir en direct. On peut mieux se sentir, tu vois. Alors que là, il y a un mini décalage, et on est moins perspicace, je trouve. Mais carrément. Et puis on verra. Mais enfin là, j'y pense comme ça. Mais ce sera peut-être l'occasion de réfléchir enfin, on pourra en reparler. Mais ce sera pourquoi pas avoir carrément se prendre un studio d'enregistrement ou un truc, tu vois, qui nous permette. Enfin, louer un espace de travail en commun, peut-être même avec d'autres entrepreneurs et tout, ça pourrait être chouette. On pourra Ouais, en carrément, reparler. ouais. Tout est possible. Ouais, c'est ça, avec un bureau, avec un studio. Enfin, ouais, ce serait pas mal, pourquoi pas, hein. On en Ouais, reparlera. ouais. Ouais, non, mais je pense Ouais, que carrément. enfin, du coup, c'est une grosse période de changement, remise en question. Ça remet pas en question les fondamentaux de liberté, de mon activité, tu vois. Genre, si mon activité, ça avait été juste, d'aider les gens à devenir nomades, là, je serais ok, c'est la merde et tout ça. Mais moi, mon but principal, c'est d'aider les gens à devenir libres, peu importe ce que c'est leur définition de liberté, tu vois. Certains, c'est passer plus de temps avec leurs enfants. Certains, c'est juste finalement changer de boulot. D'autres, ça va être s'expatrier. Mais au final, ce que j'aime bien, c'est que le choix de l'activité, les valeurs sont là, peu importe si moi je voyage, oui, non, dans quelles conditions. Et ça, c'est pas mal Mm. cool, quoi. Donc, et puis, bah, encore une fois, je trouve ça, enfin, je sais pas ce que t'en penses, j'ai un avis un peu tranché sur la question, mais tu vois, les gens qui sont, pour moi, être nomade, c'est aussi un peu une excuse moyen long terme de tester différents endroits et d'aller là où vraiment tu matches, tu vois, de t'installer. C'est pas non plus définitif, tu vois. Peut-être que en 2025, je me dis, bah en fait, où est-ce que je veux être, c'est la Malaisie, tu vois, j'en sais rien, ou Singapour, c'est flexible. Mais en fait, moi, je trouve les personnes qui sont nomades pendant quelques années, beaucoup de personnes qui sont devenues pendant le Covid et qui retournent là d'où ils viennent, se poser en mode genre, je retourne à la maison, c'est fini le nomadisme et les voyages. Je trouve ça à la fois bizarre et dommage, tu vois, parce que pour moi, le but, c'est d'aller chercher aussi un, une ouverture sur le monde qui fait que t'as plus de. T'as plus. Comment dire? T'as plus. Enfin, instantanément, t'as plus tendance à devenir expatrié ou avoir plusieurs bases que revenir là d'où t'étais à la base. Tu vois? Je sais Ouais. pas si j'ai bien Après, exprimé il y mon en a. truc, Si, ouais, mais. je vois. Après, il y en a peu qui voyagent plusieurs années et qui retournent à leur point de départ. Tu vois, souvent, c'est plus Ouais. quelques mois et ensuite ils retournent à leur point de départ.
Après, moi, ma vision là-dessus, en fait, c'est que parce que c'est un sujet auquel j'ai déjà pensé, tu vois, le moment où nous, on s'est sédentarisé, on avait déjà voyagé pendant, je sais plus, 6 ans, ou je sais pas combien de temps avant de se sédentariser. Et je me suis posé la question, je me suis dit, alors attends, est-ce que c'est une façon de jeter l'éponge? Enfin, tu vois, je me suis posé la question. Et en fait, non, pas du tout. Je crois justement, je trouve ça beau, tu vois. C'est-à-dire, quand tu voyages, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à kiffer. Et puis, à un moment, tu trouves un endroit où tu te dis, purée, mais en fait, je kifferais plus à rester là qu'à continuer à voyager. Tu vois? Et à ce moment-là, bah, ce serait stupide, en fait, que de s'efforcer de continuer à voyager, alors que la raison même pour laquelle tu voyages, c'est pour kiffer. Donc, si tu as trouvé un endroit qui te permet de kiffer plus que de voyager à plein temps, bah, reste-y, quoi. Et le temps qu'il faut. Et après, tu vois, moi, par exemple, pour Chiang Mai, j'exclus pas du tout de repartir à un moment, quoi. Enfin, évidemment, en fait. Et j'ai envie de te dire, évidemment, que je vais repartir à un moment. Mais pour le moment, je suis bien ici. Et puis, à un moment, j'aurais peut-être envie de reprendre la route, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, c'est ça aussi la liberté, c'est être là où on veut, au moment où on a envie de quand on veut, quoi, être là où on veut quand on veut. Et c'est ouais, c'est clair. Et je pense que moi, tu vois, c'est venu de bah justement, tu vois, un peu une recherche de sens au voyage. Et je sentais, tu vois, ce voyage un peu par défaut parce que je suis en mouvement et je sais pas où retourner, tu vois, ça c'était pas je sentais pas 100% aligné avec ça, tu vois. Je préfère. Et tu vois, comme je te disais, le Japon, j'ai profité comme voyage parce que j'en avais vraiment envie. 2, parce on avait envie, donc on avait planifié ça. Et 3, parce que j'étais aussi plus à mi-temps et vraiment en voyage. J'étais pas en mode genre, ok, je bosse à fond, etc. Tu vois. Et ce qui est marrant par rapport à Chiang Mai, c'est que j'avais fait un post et quelques personnes m'en ont reparlé, tu vois. J'avais fait un post quand j'étais parti de Chiang Mai la fin novembre, en mode genre Chiang Mai, c'est cool de repasser à la maison, mais Chiang Mai, ça peut être un peu boring, etc. Et je le maintiens, tu vois, que ça peut être un peu boring. Genre, c'est très tranquille, niveau social, il y a moins de trucs qui se passent que dans les endroits, etc. Mais en fait, je trouve qu'en fait, c'est ça qui en fait une base parfaite pour moi, tu vois, qui est tendance à être un peu hyper actif all over the place, tu vois. Et justement, tu vois, je veux avoir une base où j'ai une vie organisée, des routines, une vie sociale, etc. Et justement, quand je suis en voyage, bah, être un peu plus en mode foufou, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Et je reviens sur je pensais en même temps là, tu sais, justement les personnes qui retournent à leur base de départ après avoir voyagé. Moi, je trouve ça beau aussi, tu vois, parce que non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dis que, alors peut-être que ça se vérifie pas à chaque fois, je sais pas, mais en tout cas, tu peux aussi te dire que voilà, après avoir passé du temps à explorer, bah, ils retrouvent, ils ont envie de retourner de là où ils viennent, tu vois. Je veux dire, si ça se fait pas, si ça se fait dans ce sens-là et que vraiment ça te permet de réaliser qu'en fait, là où tu te sens bien, c'est là d'où tu viens, bah je trouve ça génial, en fait. Pour moi, le voyage, c'est un moyen de se trouver, quoi. C'est sûr. Après, encore une fois, si c'est vraiment un choix multifacette et que c'est vraiment un choix, oui. Mais je pense qu'il y en a aussi, c'est un peu, il y a un peu de côté genre, ok, je reviens là parce que c'est là par défaut, des pressions familiales, etc. Tu vois, j'ai eu quelques discussions avec ces personnes qui sont revenues comme ça là d'où elles étaient. Et c'était, ah ouais, tu sais, les parents qui te mettent la pression, ah, t'es trop loin, des trucs comme ça. Et si c'est un choix de revenir se poser par rapport à ça, ouais. Mais non, c'était juste l'idée que j'avais par rapport à ça. Tu vois, pour moi, enfin, revenir en. Ouais. Revenir vraiment s'installer là d'où tu viens sans avoir été expatrié au moins, je sais pas, 1 an ailleurs, je trouve que c'est pas la full expérience, tu vois. Si tu t'es expatrié ailleurs et qu'au bout d'un petit moment, tu te dis en fait non, je préfère être basé chez moi, ouais, tu vois. Mais en mode nomade qui bouge tous les quelques mois et revenir là d'où tu viens à la base, c'est pas le même chemin. Ah, je sais pas. Après, je pense que ça dépend aussi justement de l'expérience que chacun recherche, tu vois. Je pense que déjà dans le voyage, on recherche pas tous la même chose et surtout, on recherche pas la même chose au même moment. Tu sais, quand tu regardes par exemple les personnes qui commencent, qui sont à 2-3 mois de voyage, quand tu parles un peu avec elles, souvent les sujets sont enfin même la philosophie, la façon de penser, etc. C'est pas forcément la même que toi. Et souvent, bah, c'est les personnes qui commencent à voyager ensemble, elles restent ensemble parce qu'elles sont dans le même état d'esprit, tu vois. Et je pense du coup que l'état d'esprit
enfin, ce qu'on recherche évolue en même temps que notre état d'esprit. Et voilà, je pense que c'est évolutif. Moi, Ouais. Ouais, Ok, je sais pas, bon, je trouve ça. C'était ma première réflexion par rapport à ça, tu vois. Enfin, en fait, c'est peut-être très perso aussi, tu vois, mais moi, typiquement, genre, j'ai quitté la France à 18 ans pour mes études et pour d'autres raisons aussi. Genre, revenir m'installer en France là, genre, ce serait, enfin, tu vois, à part s'il y a une raison vraiment valable ou autre, voilà. Et pareil, retourner m'installer à Montréal, pour moi, ce serait aussi un peu un retour en arrière. C'est peut-être parce que c'est pas des bases qui me correspondent au final, tu vois. C'est peut-être aussi possible. Mais Ouais. en tout cas, dans mon cadre, mais bon. En tout cas, ouais, gros projet échangement. Donc, voilà. Trop bien. Exclu là pour la partie Thaïlande. On verra, je tiendrai au courant pour voir si les visas ça fonctionne comme je veux et puis des next steps. Mais en tout cas, voilà. Trop bien, trop bien, trop bien. Ouais, bah hâte d'avoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je te raconte? Tu sais que je me suis fait opérer la semaine dernière. Ah ouais? C'était une aventure extraordinaire. Non, enfin, je me suis fait opérer, calmons-nous. Je me suis fait enlever un grain de beauté alors d'ailleurs, tiens, un petit point là-dessus par rapport à la Thaïlande. C'est toujours un truc qui me fait marrer, c'est que moi, je me souviens la première fois que je suis parti en Thaïlande en 2014, je crois. C'était en vacances, quoi, en mode backpack. J'avais pris une pharmacie, quoi, dans mon sac à dos. Donc tu sais, le premier voyage, tu connais le truc avec le sac qui déborde dans tous les sens. j'avais pris des sprays anti-moustiques, là, des DET, tout ça, enfin bref, des trucs ultra, tu sais, le DET, je sais plus combien de pourcents, là, c'est un truc genre. Ouais. Ils te disent, ouais, tu mets ça sur toi, ça sur les vêtements, tu mets pantalon, t-shirt à manches longues en mode vraiment. Ouais. Fortement déconseillé aux femmes enceintes, machin. Enfin, tu vois, j'avais pris un truc vraiment. Bref. Et si tu veux, moi, je partais en Thaïlande, mais dans mon esprit, j'avais préparé un voyage, enfin, à la Mike Horn, quoi. J'avais acheté des pastilles de, je sais plus, je sais plus quoi, tu sais, les pastilles que tu mets dans l'eau. Pour l'eau, mais là. tu sais, c'est pour purifier l'eau. Et en fait, c'est des pastilles que tu mets dans de l'eau, si tu veux boire de l'eau qui provient d'une flaque d'eau, quoi, tu vois. Et dans mon esprit, enfin, c'est pour te dire à quel point. Bref. Donc j'étais un peu dans ce truc-là et je vois aussi des personnes, tu vois, qui préparent leur voyage en Thaïlande encore aujourd'hui et qui savent pas trop à quoi s'attendre. Et ça me fait marrer parce que quand tu vois comment ça se passe dans les hôpitaux ou simplement dans le système médical, le système de santé en Thaïlande, mais à quel point c'est ouf par rapport à la France. Du coup, tu as un énorme contraste entre l'appréhension et la réalité. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de grains de beauté sur le corps et du coup, bah, tu dois avoir des suivis, tu sais, dermatologiques pour regarder Et en France, typiquement, c'est ultra relou d'avoir un rendez-vous, t'attends des mois pour te dire, quand je voyais des dermatos, ça m'est arrivé, tu vois, t'attends des mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, t'arrives, il te dit ok, il se bouge même pas de son bureau, tu vois, de son gros fauteuil, son grand bureau là, il te dit vas-y, déshabille-toi. Donc toi tu te déshabilles, il se lève pas, tu fais vas-y, tourne, tourne. Ok, c'est bon, t'as rien. Allez, et tu vas terminer. Bon, c'est un peu. J'ai eu ça. J'ai eu un autre beaucoup plus impliqué du coup. Mais alors lui, il me fait m'asseoir sur une. Ça c'était en France. Hein. Il me fait m'allonger sur sa table. Et là, il sort un. Tu sais, un peu comme ça fait un peu Harry Potter. Tu vois, il va dans son étagère. Il sort le pied à coulisses. Il ouvre la boîte. Et là, il se met à mesurer tous mes grains de beauté. Et à prendre des notes sur une petite fiche, bon, un truc interminable, tu vois. Donc moi, c'était ça les expériences que j'avais. Ici, je vais chez le dermatologue. Déjà, c'est une clinique, skin clinic. Enfin, c'est vraiment nickel, quoi, tu vois. C'est incroyable. Et là, tu as une dermato qui te prend en charge, qui commence à regarder machin. Ensuite, tu vas en salle de scan. C'est-à-dire que là, t'es scanné, en fait. T'as une machine qui te scanne tout le corps. Et en fait, tu y retournes tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, elle te scanne. Et si la machine remarque un changement de couleur ou un changement de taille, mais même un demi-millimètre, tu vois, c'est le truc, tu sais, c'est vraiment précis, quoi. Eh bien, ça s'allume en rouge, en gros. Et là, le médecin, enfin, la dermato va prendre tu sais, la lampe spéciale, là, pour aller vraiment approfondir le truc et tout ça. Et
et c'est juste ouf, quoi. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours, du coup, il y a un grain de beauté qui avait changé de couleur, machin. Donc, elle m'a demandé de l'enlever. Et alors moi, dans mon esprit, j'avais une petite appréhension. J'avais jamais fait ça, tu vois. Et je suis, je sais pas, enfin, je connais plus l'expression, mais courageux mais pas téméraire ou l'inverse, j'en sais rien. Bref, en tout cas, je stressais un petit peu, mais ça allait. Tu vois, tu sais, on me disait, t'inquiète, c'est rien, machin. Ok, t'inquiète, c'est pas grand chose, ça va être pas grand chose. Et j'arrive dans la clinique, donc je suis pris en charge. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est tellement au top que ça m'a mis en stress. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher, donc tu as l'examen préalable où on te pèse la tension, le machin. Ensuite, on te fait monter à l'étage, on t'emmène au bloc. Donc là, tu as des blocs, tu vois. Tu es dans un bloc, une salle aseptisée, genre voilà, avec le lit au milieu, tu vois, enfin le lit de, tu vois le truc, là, la table au milieu, les lumières médicales, là, tu sais. Donc vraiment, t'es dans Saw, quoi, tu vois. Enfin, c'est et là, t'as quatre infirmières autour de toi, plus la médecin. Donc t'as 5 personnes autour de toi. Et franchement, c'était ultra intimidant. Donc, mais vraiment, quoi, on te prépare, t'as les machines autour de toi. Alors, tu sais, t'es pas branché et tout, mais en fait, t'avais une machine, en l'occurrence, pour, je sais pas trop ce qu'ils font, parce qu'en fait, après, ils envoient ton grain de beauté en biopsie. Et moi, j'ai pas vu parce que j'ai pas regardé, mais en gros, je crois qu'ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une machine qui l'a mis sous vide ou un truc comme ça. Donc, t'as vraiment une machine juste à côté, enfin, tout un truc. Ah ouais. Et là, ils te préparent. Ensuite, ils te mettent comme dans les films, là, un torchon, tu vois, avec un trou au milieu. Et toi, tu es allongé comme ça. Et là, tu vois, elle te fait les injections pour comment on appelle ça, t'anesthésier. Et derrière, elle commence à te découper. Elle m'a fait. Alors, au début, elle dessine, tu vois. Et elle me dit, en anesthésie ou Ouais, en anesthésie locale. Et donc, okay. Au début, elle dessine, si tu veux, autour. Et moi, je pensais que ça allait faire 1 centimètre, tu vois. Donc, déjà, j'ai essayé de me rassurer avec ça. Elle me dit, tiens, tu veux regarder et tout, comme ça. Et je regarde juste le dessin avant qu'elle démarre. Et le truc, je l'ai mesuré pour voir comment c'est. 4 cm et demi. Donc en gros, elle m'a fait une entaille comme ça de 4 cm et demi. Alors ça fait pas c'est pas un cercle de 4 cm et demi, ça fait un œil en fait, tu vois. Et après, elle a refermé l'œil comme ça et du coup, ça fait une cicatrice nickel. Mais du coup, 4 cm et demi, tu vois. Et quand j'ai vu le truc, je me suis mis à paniquer. Je t'assure que j'étais sur la table. Je me suis mis à transpirer avec tout le monde autour de moi. En plus que des femmes, tu vois. Donc, quand bien même je m'en fous, il y a quand même une part de toi qui se dit, allez, essaye d'être un peu courageux, tu vois. Mais dans mon esprit, je me suis dit, ok, il est encore temps de partir, tu vois. J'étais avec elle m'a enlevé tout ça de peau, mais je peux encore y aller, quoi. Non, avant, juste avant qu'elle commence à ouvrir. Avec le dessin. J'étais là, je me disais, allez, il est encore temps de partir et tout. Non, faut que tu restes, machin. Et j'ai tellement stressé. Je me suis relevé à la fin. Alors elle se marrait parce que je pense qu'elle voyait que je stressais. Elle me disait, ça va. Elle me demandait si ça allait. Je disais, oui, ça va. Mais en fait, vraiment, je t'assure, j'ai flippé, quoi. Je me suis relevé. La table d'opération était mouillée. C'est-à-dire, mais vraiment, quoi. Je saurais pas dire combien de décilitres de flotte de transpiration il y avait, mais c'était trempé, quoi, du haut jusqu'en bas. C'était une flaque d'eau. Alors, quand je me suis relevé, du coup, elles étaient toutes, forcément mortes de rire, tu vois, elles se moquaient gentiment. Mais tout ça pour dire que, du coup, ça a été waouh, ça a été hyper stressant. Et je me dis, purée, mais quand je me mets à la place de ceux qui, je touche du bois, quoi, mais qui doivent subir des opérations à répétition, etc. Moi, pour me faire enlever un grain de beauté, ça a été un jour horrible dans ma vie. Je me dis, putain, mais ils sont tellement courageux. Alors, tu vas me dire, ils n'ont pas le choix, certes, mais franchement, voilà, énorme pensée pour les personnes qui doivent vivre des choses comme ça, parce que pour un simple grain de beauté, je me suis retrouvé vraiment en galère. Et voilà, je vais te partager un peu cette aventure. Ouais, carrément. Les aventures d'Adrien en Thaïlande, quoi. Ah ouais, non, oh là là là. Et ouais, incroyable.
Et du coup, je me suis découvert un nouveau truc. Ça aussi, je peux en parler parce que je sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, je me demande si des personnes se reconnaissent là-dedans. Et ça, je serais vraiment curieux de le savoir. C'est que j'ai découvert que, tu sais, en ce moment, j'ai accumulé beaucoup de phases de stress. J'ai pas l'habitude de ça. Et du coup, là, je suis en train de travailler pour évacuer ça. Trop de projets empilés. J'ai lancé aussi mon nouveau projet là. Ça se passe super bien, sauf que je l'ai lancé en groupe pilote, c'est-à-dire en fait que tu prévends et tu construis le produit avec tes premiers participants. Donc ça te met une pression énorme sur les épaules. J'avais déjà fait ça par le passé, mais j'avais pas plusieurs projets empilés. Donc là, si tu veux, j'ai mes projets actuels, plus le projet groupe pilote sur lequel il y a d'énormes attentes. C'est énormément de pression, énormément de travail. Et tout ça, c'est nouveau, en fait, faut refaire from scratch, quoi. Ouais, bah, c'est ça, tu repars à zéro et t'es pas, tu vois, t'es pas en train de te dire, ok, alors, enfin, tiens, je vais passer 2 semaines sur ce module. Non, là, il faut empiler, il faut délivrer, quoi. Les gens, ils ont payé, ils sont là, ils attendent. Et donc, du coup, ça, bah, je pourrais y revenir juste après. C'est une super idée pour lancer un projet. Néanmoins, ça génère vachement de stress. Et la question que je me pose, c'est que tout le stress que j'ai eu un petit peu extrême ces derniers temps et que je vais m'efforcer de gérer là sur les semaines à venir, ça m'a, comment on appelle ça? Ça m'a causé des nausées. Alors, je sais pas si c'est un truc que toi, t'as expérimenté, mais du coup, tous ces trucs de stress un peu extrême que j'ai eu, se sont manifestés par des nausées, tu vois, genre, tellement stressé que, envie de gerber, quoi. C'est un truc de ouf quand même. Je sais pas si c'est, enfin, je serais curieux de savoir si. Ouais, moi, ça me dit rien. Alors, les symptômes de stress, j'en ai eu plein, tu vois, ça arrive de temps en temps. Moi, c'est plus cérébral, tu vois, le cerveau qui cogite et tout ça, tu vois, mais vraiment être mal physiquement, à part si, tu vois, c'est un truc, peut-être un truc, tu vois, genre sur le moment, tu vois, un stress, genre, mettons, tu dois monter sur un stage, parler devant 200 personnes. Oui, ça m'a déjà fait des trucs un peu comme ça. Mais quand c'est un truc un peu plus diffus, puisque là, toi, c'est un stress général et par rapport au projet, tu vois, il n'y a pas de deadline à la minute près où tu dois être sur le stage, par exemple, tu vois. Bah, il y a ça quand même, hein. On délivre en live. Ok. Je vais en parler après, tiens, ça c'est intéressant. Ok. Mais ouais. Si, il y a un peu de ça, mais c'est pas tellement ça qui me stresse. Moi, être en live, ça me dérange plus maintenant. Mais non, mais c'était un exemple, tu vois. Moi, c'était un truc qui me stressait beaucoup de monter sur une scène, tu vois, devant de vraies personnes. Du coup, tu vois, là, tu as une bouffée d'adrénaline et de stress positif, mais du coup, ouais, pour les projets pro, tu peux avoir, ouais, moi j'ai du stress, mais c'est rarement du stress, genre à un moment précis, quoi. C'est plus diffus. Ouais, bah là, je te dirais que c'est un état un petit peu, un truc, ouais, ressenti un petit peu sur la durée. Mais donc voilà, en tout cas, curieux de savoir si d'autres personnes expérimentent le stress comme ça et ça se matérialise aussi comme ça chez eux. Moi, je pense que, enfin, pour moi aussi, c'est un énorme indicateur, quoi. Je me dis, waouh, c'est un délire, quoi. Il faut faire quelque chose, quoi. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je veux vraiment mettre de l'attention là-dessus, de la conscience là-dessus et réorganiser tout mon truc. Pour retrouver une vie cool en fait, quoi, parce que là en ce moment c'est un peu chaud. Et sinon, c'est vrai que ouais, vas-y. Ouais, je sais pas de quoi tu voulais parler du coup, mais non, j'allais parler justement de ça, comment lancer un projet, tu vois, soit quand on a tendance à procrastiner et ou à être un peu trop comment on appelle ça comment on appelle ça, pas minimaliste, un peu trop perfectionniste, voilà. Ça, c'est un vrai problème, tu vois. Souvent, quand tu veux que le truc soit parfait, tu veux que machin, et en fait, finalement, tu retardes ton projet ad vitam aeternam, mais je trouve que c'est dommage. Et d'autant plus que moi, ce que j'observe, c'est que souvent, les personnes qui procrastinent, c'est sur des choses, enfin, les personnes qui ont justement ce syndrome de perfectionnisme qui les pousse à la procrastination, souvent, elles
elles sont perfectionnistes sur des trucs qui n'apportent pas tellement de valeur et qu'elles pourront améliorer plus tard. À savoir, souvent, ça va être par exemple sur des choix d'outils, sur bien enregistrer leur vidéo si ça consiste à à enregistrer une formation, des trucs comme ça. Alors qu'il y a tellement d'autres choses. La valeur perçue, elle est tellement pas là-dedans, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils en ont rien à foutre que tu enregistres tes programmes. Tu vois, regarde Sam Ovens, il vend des programmes à 10 000 balles et il est en Loom avec un Google Doc, quoi, tu vois. Donc, à la limite, ça, on s'en fout. Et du coup, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment ça, quoi. C'est vendre, en fait. Tu vends ton truc, ça marche. Bah, il faut délivrer. C'est-à-dire, tu mets une deadline, c'est vendu, on y va. Même si tu as un client, c'est OK, tu as un engagement, telle date, on démarre. Et à ce moment-là, tu es juste obligé d'avancer. Toutes les semaines, tu dois délivrer ton truc. Toutes les semaines, tu as un module, tu as des réunions, et voilà. Et moi, ce que je fais, du coup, ça aussi, c'est un conseil intéressant pour les gens qui veulent créer des cours comme ça, des programmes en tout cas, c'est que je délivre en live. C'est-à-dire, je construis mon cours, je réfléchis à mon cours, tout ça, et après, je délivre en live. Donc, on organise un live, j'ai mes slides qui sont prêtes, etc. Et là, je fais le cours, et à la fin du cours, il y a une session questions-réponses. Et ça, du coup, ça, c'est le cours version bêta. Et derrière, en fait, tout ça, ça va me permettre, de construire la version finale, quoi. Mais au moins, tu vois, on a de la matière, au moins on a de quoi avancer, on a du feedback grâce aux questions-réponses, grâce aux sessions questions-réponses. Et voilà. Alors du coup, le revers, c'est génial parce que ça te permet d'avancer à une vitesse vertigineuse, mais le revers de la médaille, c'est que ça a ce côté ultra pressurisant. Du coup, je dirais, je déconseillerais de faire ce que je fais moi, à savoir le faire avec plein de projets en parallèle. En gros, tu te bloques 3 mois ou je sais pas quoi, tu as vraiment le temps de création de ton truc. Tu vas, t'as que ça à t'occuper, t'es à fond et ça va, là ça se gère. Mais quand t'as plein de trucs, ça peut être un peu chaud, quoi. Mais carrément. Ouais, carrément, je rejoins ce que tu dis. Moi, Freemode, je l'avais lancé en fin 2019 en pré-lancement à la base, mais j'avais quand même tourné les modules de mon côté et on avait un coaching toutes les semaines pour le feedback. Mais le format que tu proposes est intéressant aussi parce que de toute façon, moi, pour tourner une formation, je le fais en live. Tu vois, je suis en mode à 200%, je fais mon truc et il y a du montage, mais un petit peu après, quoi. Donc, autant le faire en live et avoir les questions-réponses directement plutôt que faire un coaching après autre. Donc, carrément. Et moi aussi, j'ai lancé plusieurs programmes un peu dans ce style-là et j'ai accompagné aussi quelques personnes à le faire via un programme que j'ai un peu mis en sourdine là, qu'on va relancer qui s'appelle Free Mentor, qui est justement un programme pour les freelances avancés et lancer leur programme. Et justement, j'ai vu pas mal de personnes passer à travers ça. Enfin, peut-être 4-5 personnes, tu vois, qui ont lancé leur programme comme ça. Et j'ai remarqué le stress que c'était pour certains profils de personnes. Mais en même temps, sans cette méthode-là, ils ne l'auraient pas fait. Donc, tu vois, c'est un peu les deux côtés du truc, quoi. Ça te donne la pression, tu l'as prévendu, donc il faut que tu le fasses. Donc, tu le fais. Mais il y en a qui sortent de ça complètement vidés, tu vois. Et je pense que c'est surtout des personnes qui... Enfin, pour moi, il faut être au moins, idéalement, tu vois, à mi-temps sur ce projet-là, tu vois, quand tu es dessus, parce que ça te prend beaucoup plus de temps que tu prévois. Ah ouais, carrément. C'est ultra énergivore, chronophage et tout ce que tu veux. Après... Mais voilà, non, c'est un coup de fouet et derrière, une fois que c'est fait, quoi. C'est aussi comme ça que tu tiens. Tu te dis, ok, là c'est intense, mais dans X semaines, c'est passé, ça sera là, ça existera et là j'aurai tout le temps que je veux, entre guillemets, pour retourner les trucs, mais en tout cas la matière elle est là, tout est là, quoi, et ça c'est génial. Ouais. Non, mais ouais, carrément, je pense, ouais, tu vois, j'avais déjà pensé à ce format pré-vendre et tu le fais en live. D'ailleurs, mon premier produit en ligne formation que j'ai lancé, c'était un échec. J'avais mon blog à la base en anglais où je parlais de productivité, de voyage, growth marketing, etc. Et j'avais prélancé un cours sur les conseils d'un de mes mentors à l'époque et c'était en anglais, c'était How to double your hourly rate. Genre comment doubler ton tarif, ton taux horaire, que tu sois employé ou freelance, tu vois, avec du personal branding, des techniques de vente, négociation, etc. Et j'avais prévendu le truc, je crois que c'était à $99, un truc comme ça. Et l'idée, c'était je vous fais ça en 3 cours en live, tu vois. Comme ça, si ça vendait, je faisais les lives, mais j'avais pas de truc à pré-tourner ou autre. Et si ça vendait pas, tant pis. Et en fait, ça n'a pas marché, donc je l'ai pas fait. C'était un fail. Mais du coup, après pour la suite, j'ai fait différemment. Mais si je devais relancer un programme là, dans un programme, on va dire, compliqué,
où il y a besoin de feedback et c'est une méthode que tu testes et que tu améliores, carrément, ouais. Parce que dans tous les cas, enfin, je sais pas toi du coup pour Copy Trading, mais Freemote, moi j'en suis à la 3e édition. Je récupère énormément de feedback, j'apprends, je refais, pas forcément toute la formation, mais plus ou moins une fois par an, on remet à jour, tu vois, par rapport au feedback qu'on a. Tu vois, le truc freelance généraliste, moi à la base, Freemote, la première édition, c'était module 3, je crois, spécialiste toi. Et en fait, avec le feedback des élèves, j'ai changé ça pour le mettre un peu plus tard, tu vois, la spécialisation. Donc, enfin, ouais, peu importe, mais le feedback est hyper important. Et du coup, toi, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, quand tu auras débugué la méthode, bah là, tu pourras la tourner clean et tu sais que tu auras fait un truc qui va durer plus longtemps, quoi. Ouais, mais ce sera même dans moins de 6 mois. Là, pour ce nouveau programme, ce sera voilà, dès qu'on a terminé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je collecte du feedback directement. Je suis proche des participants. Et le but, en fait, c'est. Ouais, voilà, non, mais ce sera dans moins de. Clairement. Et du coup, par rapport à ton projet de voyage et tout ça, tu vois comment le truc là t'auras fini avant de partir ou tu fais beaucoup de travail avant de partir? Ouais, beaucoup de travail avant de partir. Ok. Beaucoup de travail avant de partir. Ouais. Bah, c'est peut-être ça aussi le stress. Bah, c'est positif parce qu'après tu sais que si t'as fini à temps, c'est good. Mais t'as une deadline plus un nouveau projet empilé sur d'autres trucs aussi, c'est pas mal quoi. Après, c'est excitant. Hein. Enfin, honnêtement, on le fait pas pour. Tu sais, t'as ce truc là. Je crois que c'est dans Buy Back Your Time. Je sais plus où le gars explique, tu sais que les entrepreneurs sont accros au chaos et c'est au début de Buy Back Your Time, non? Ouais. Je crois. Ouais, ça. Et en fait, j'ai un peu ce sentiment, cette impression qu'on a quand même tendance, enfin moi en tout cas, à aller me remettre dans la merde dès lors que les choses vont bien, tu vois. Et quelque part, ça fait aussi partie de. Ouais, c'est un choix. Enfin, tu vois, c'est difficile. Ça permet de. Là, en ce moment, c'est difficile. Ça permet de prendre conscience de plein de choses. Ça permet. Mais tu vois, c'est que du positif en fait. C'est difficile, mais c'est ultra positif. Donc c'est cool. Ça permet de construire un nouveau truc. Ça permet de remettre de l'attention justement sur le mode de vie, sur le lifestyle et pas simplement se laisser vivre. Tu vois, de vraiment recalibrer ça, etc. Et ça, c'est chouette, quoi. Carrément. Et je pense qu'on avait déjà parlé en off, en perso, peut-être, je sais plus, il y a un moment. Mais il y a aussi pas mal ce truc de phases. On a parlé des phases un peu voyage et tout ça, mais même dans le business, tu vois. Et alors, je sais plus exactement ce que tu m'avais dit par rapport à toi, mais moi, je suis souvent, enfin, en général, en phase genre croissance, tu vois, où je fais de nouveaux trucs, j'ajoute, tu vois, et c'est mon mode de fonctionnement par défaut, tu vois. Si je veux faire une pause et arrêter de faire de nouveaux trucs, il faut que je le décide, tu vois. C'est pas mon mode par défaut. Et toi, tu m'avais parlé que voilà, tu étais des fois des phases en mode genre tu fais plein de trucs, après tu es plus en mode genre vitesse de croisière, tu mets le focus sur d'autres choses, tu repasses. Et du coup, bah finalement, le voyage que tu as, ça te force à être plus en mode de croisière après. Mais là, tu vois, tu es plus en mode phase, quoi. Et je pense que on a tous besoin d'excitation dans nos projets, tu vois, au bout de 2-3 ans avec le même programme, le même genre d'accompagnement. C'est un peu bête à dire, mais tu as les mêmes questions, les mêmes profils, tu peux t'ennuyer un petit peu aussi. Donc, on a aussi ce besoin, je pense, d'avoir d'autres projets et de s'amuser dans ce qu'on fait, en fait. De rendre ça ludique, tu vois. Là, tu fais un nouveau truc. Ouais, carrément. Ça marche pas, c'est un nouveau truc, on sait pas. Et justement, je vais peut-être faire le parallèle. Là, je m'étais dit que ça pourrait être cool de partager très rapidement à chaque épisode qu'est-ce qu'on a lu et ce qu'on en retient. Et moi, le bouquin que j'ai lu la semaine dernière, là, qui est relié à ça, c'est un bouquin qui s'appelle Play It Away. Et le titre, c'est genre A Workaholic's Cure for Anxiety. Donc là, genre un remède pour l'anxiété pour les workaholics. Et c'est un bouquin qui a été écrit par Charlie Owen, qui était l'assistant de Tim Ferriss pendant le lancement du bouquin. Je crois que c'était le 4 Hour Body, tu vois. Donc, genre hyper workaholic pendant le lancement du livre, etc. Et en fait, lui, son message dans ce livre-là, c'est de dire qu'en fait, en tant qu'adulte, on a souvent tendance à rendre les choses trop sérieuses et plus s'amuser, tu vois. Plus s'amuser dans ce qu'on fait et être en mode ok, je suis un adulte, c'est sérieux ce que je fais et tout ça. Et qu'en fait, le meilleur remède pour l'anxiété, c'est de remettre l'accent sur le fait de jouer. Tu vois, lui, carrément, dans le bouquin, il dit d'aller lancer la balle ou le frisbee avec tes potes, tu vois. Et genre, je trouve ça trop cool. Et juste d'avoir cet état d'esprit de remettre un peu de jeu dans ta vie de tous les jours, de faire des trucs, de sortir un peu de ta zone de confort.
et de rendre ça, c'est assez cool. Et la vie en général redevient plus cool, tu vois. Genre, moi, je me suis mis à déconner avec des serveurs, des cafés où je bossais, tu vois, genre papoter, rigoler. Alors que d'habitude, je suis en mode, ok, je suis un café, je suis sérieux, je bosse, tu vois. Là, juste de rigoler avec quelqu'un, tu vois, sans arrière-pensée, d'enlever cette pression-là, c'est pas mal. Et ce bouquin, il est pas très long, je crois qu'il fait une centaine de pages. Et franchement, bonne lecture, quoi. Et ce qui est très marrant, j'ai lu le bouquin jusqu'au bout, tu vois, même les remerciements. Mais tu je dis pas ça. Et là, dans les remerciements, il y a plein de gens connus, tu vois. Ryan Holiday, il a bossé aussi pour lui, Tim Ferriss, machin. Et dans les remerciements, il y a Divya. Divya avec qui j'ai bossé quand j'étais à Montréal en 2014, qui était l'ancienne assistante de Tim Ferriss. J'ai bossé avec elle à l'époque, par hasard dans un projet de start-up où j'étais freelance dans la start-up, etc. Et la voir dans les remerciements, c'était assez ouf, tu vois. Je me dis, ok, elle connaît ce mec-là et je lis le bouquin sans savoir, tu vois. Et c'est cool de voir à quel point le monde est petit quand es dans les bonnes sphères, quoi. Ouais, carrément. Ok, nice. Nice. Bah, je pense que peut-être tu peux peut-être partager ta dernière lecture du moment aussi. Ouais. Si ça te va. Ouais, carrément. J'ai lu, en fait, tu fais bouger le tableau Notion. Ouais. Je réorganise le truc. Je me paume dans les lignes. T'es là. Ouais, j'ai lu Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. C'est un bouquin. En fait, c'est un mec, c'est un psychiatre qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz et qui s'en est sorti. Il a écrit les bouquins en 46 du coup, donc ou 45, enfin vraiment juste après. Et le mec, alors c'est donc le mec partage un petit peu son histoire, mais surtout c'est un peu plus profond que ça. C'est pas juste une histoire, c'est un peu sur ce qui a permis aux gens de tenir. Et il démarre son truc. Et apparemment aussi, il démarre son bouquin. Et apparemment, il démarre aussi. Il est démarré ses consultations a posteriori par la question suivante: pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas? Et cette simple question te permet de remettre plein de choses en perspective, en fait. Pourquoi je me suicide pas? Bah ouais, pourquoi je vis, tu vois? Et le simple fait de faire un travail d'introspection sur cette simple question, c'est ça, te permet de vivre beaucoup plus heureux, de trouver du sens dans ce que tu fais, peut-être d'être plus courageux aussi, tu vois? De trouver du courage là où parfois ça peut paraître un peu compliqué, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc sa méthode, il l'appelle la logothérapie, il l'évoque à la fin, il en parle dans le bouquin. Il y a une version en français. Le mec s'appelle Viktor Frankl, c'est Viktor, et Frankl, je crois que c'est Frankl. Et la version française, faut chercher parce qu'en fait il a plusieurs bouquins, mais celui-là c'est en quête de sens ou un truc comme ça, le sens de la vie, le sens de ma vie, je crois que c'est ça. Et deux points, quelque chose sur la logothérapie. Enfin voilà. Et c'est très court, ça se lit bien. C'est hyper. Je m'étais un peu intéressé, comme tout le monde, tu vois, intéressé un peu à la Seconde Guerre mondiale par épisode, machin. Et là, pour le coup, je trouve que c'est extrêmement bien raconté, quoi. Enfin, t'as vraiment tous les aspects, les comportements les comportements. Il décrit les comportements des capots. Les capots, c'est les détenus, si tu veux, les déportés, à qui on attribue des responsabilités en échange de privilèges. Et du coup, les mecs, ça devient des ordures, tu vois, pire que les SS, juste pour, enfin pas juste, mais tu vois, pour conserver leurs privilèges, en fait, parce que ils sont dans un instinct de survie, tu vois, alors que les mecs, enfin bref, tu vois l'idée, et ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément, et là, c'est bien décrit. C'est assez ouf. Donc j'ai lu ça là, et franchement, c'est pas mal. Ok, hyper intéressant. Je pense que j'ai déjà entendu parler de ce bouquin. Ouais, c'est un best-seller. C'est un classique. Ouais, non, je l'ai pas lu, mais ouais. Justement, un truc que j'ai fait là. Voilà, je suis arrivé moi ici vendredi soir. Jeudi soir, j'ai bossé vendredi, un peu samedi et tout. Et dimanche, j'étais là. Ok, je visitais Kuala Lumpur,
Finalement, j'étais crevé par les voyages et trucs comme ça. Je me suis dit, ok, je me pose à l'appart tranquille, je relaxe. Et finalement, j'ai quand même été productif. J'ai adapté un template Notion de lecture, tu vois. Genre de livres que j'ai envie de lire et les organiser, les prioriser, parce que sinon, je trouve que je suis un peu à l'arrache là-dessus, tu vois. Genre, j'ai 12 livres en même temps sur Audible, sur Kindle, sur mon ordi, machin. Et du coup, d'essayer de séquencer un peu ça. Et je trouve qu'avoir un template pour ça, même juste de prendre des notes sur, tu sais, mettons cet exercice, ce livre, la Play It Away, il y a plein de petits exercices dedans à faire, tu vois, des trucs à tester, tout ça. Et souvent, je lis des trucs, je dis, ah ouais, je le ferai. En fait, tu fais jamais la moitié des trucs. Et donc, tu vois, de le noter et de me dire, ok, j'ai pas fini le bouquin, il reste là dans ma liste, tant que j'ai pas planifié les exos dans mon calendrier ou autre, tu vois. Vraiment, histoire d'appliquer le bouquin et pas juste que ce soit un truc que tu as eu comme une formation, tu vois. Si tu la suis, bah cool, mais c'est vraiment appliqué quand tu as fait les exercices, tu vois. Sinon, c'est juste, t'es juste sur Netflix. Donc, être Carrément. plus en contrôle, enfin, comment dire, acteur des lectures plutôt que lecteur, si ça fait du sens. Ouais, j'adhère à fond. Carrément. Trop bien. Yes. Merci pour ce partage. Ouais, avec plaisir. Et puis, je pense qu'on a encore quelques sujets, mais je pense qu'on a déjà pas mal traité de choses aujourd'hui. Je propose qu'on regarde les 2 prochains là qu'on avait notés pour l'épisode numéro 6 du coup. Mais carrément. Et moi, j'ai un rendez-vous qui démarre dans 3 minutes. Ok, bon c'est parfait alors. Et donc c'est le moment. Juste, ouais, petit mot de la fin. On apprécie encore énormément votre feedback. J'ai vu qu'on a eu quelques notes aussi sur Spotify Podcast, donc keep it coming. Aussi, je pense pas qu'on l'ait partagé, mais tu as réussi à résoudre l'histoire de Apple Podcast, donc on est sur Apple Podcast aussi. Donc mettez-nous une review sur Apple Podcast avec du texte. Vous pouvez écrire un petit commentaire sur le feedback, ce que vous pensez du podcast. Ça nous fera plaisir de lire, puis nous aider aussi à booster le podcast dans les algorithmes. Et puis, histoire de nausées aussi, vraiment. Est-ce que quand vous stressez, vous avez des nausées ou c'est juste moi qui suis bizarre, je me demande. On va t'envoyer chez le médecin, Adrien. Peut-être besoin. Ouais. Merci. Ça marche. Ouais, écoute, super discussion. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Ouais, ça roule. Allez, bye.